Oui, vous avez bien lu. Comment un régime peut-il être à la fois autoritaire et démocratique? Ça semble paradoxal, hein? Eh bien, accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans le Second Empire, un système où Napoléon III a réussi à mettre en place un pouvoir fort, tout en donnant l'illusion que le peuple avait son mot à dire. Spoiler, en réalité, il contrôlait absolument tout. Bonjour à tous, c'est Overstory, et aujourd'hui notre mission c'est de décortiquer ce régime entre 1852 et 1870, de son installation musclée à sa fin pas très glorieuse. Vous êtes prêts? C'est parti. La mise en place du régime. Alors j'espère que vous avez suivi le chapitre précédent, sinon retour à la case départ. Pour les autres, on enchaîne. Le 2 décembre 1851, boum, coup d'état. Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, se rend compte que son mandat touche à sa fin et que l'Assemblée refuse de le laisser enchaîner à un deuxième tour de piste. Qu'à cela ne tienne, il prend les choses en main et organise un putsch, un coup d'état pour rester au pouvoir. Un an plus tard, rebelote. Il organise les pouvoirs et promulgue une nouvelle constitution, dont il est évidemment le pilier. 2 décembre 1852, il proclame le Second Empire et devient Napoléon III. Pourquoi le 2 décembre? Simple, cette date est symbolique. C'est celle du sacre de son oncle Napoléon Ier en 1804 et de la bataille d'Austerlitz en 1805, une des plus grosses victoires de l'Empire. Bref, il veut que tout le monde capte qu'il marche dans les traces du premier Napoléon, qu'il en est l'héritier. Sur le papier, son régime y repose sur le peuple, car il repose sur un plébiscite. C'est un vote direct du corps électoral par oui ou par non sur un projet présenté par le pouvoir. En fait, c'est un petit peu l'ancêtre de notre référendum qu'on connaît aujourd'hui. Et devinez quoi? Le plébiscite vote oui pour un second mandat. Mais alors, on peut vraiment dire que Napoléon III instaure une démocratie ou pas? Bah, pas tout à fait. En fait, ce qu'on a sous Napoléon III, c'est plutôt ce qu'on appelle une démocratie illibérale. En fait, le peuple vote, mais il n'a pas toutes les libertés qu'un vrai système démocratique offrirait dans la réalité. Par exemple, même si le suffrage universel existe, les élections sont régulièrement contrôlées et manipulées pour s'assurer que le peuple choisit toujours le bon choix. Enfin, le bon choix selon Napoléon. Napoléon III est le seul à vraiment décider. C'est une forme de populisme. Le populisme, en fait, c'est un discours politique qui s'adresse au peuple fondé sur la critique du système et de ses représentants pour, en gros, donner envie de voter pour la personne en question. Le pouvoir, il est concentré entre les mains d'une seule personne qui, pour garder les apparences, organise des élections et consulte le peuple, mais sans vraiment accepter ce contre-pouvoir. C'est un peu comme si on donnait l'illusion de la liberté tout en contrôlant les résultats. Un peu comme dans un césarisme démocratique, où l'empereur reste au sommet, même s'il y a des élections. Vous sentez l'arnaque? Un régime autoritaire. Alors accrochez-vous bien parce qu'on entre dans la partie où Napoléon III nous a fait un joli tour de passe-passe politique. Sur le papier, il y a une constitution, il y a des institutions, il y a même des élections. On pourrait même croire que la France est une démocratie, sauf que... bah pas vraiment. La constitution de 1852, c'est un chef-d'œuvre du genre. Elle donne à Napoléon III les pleins pouvoirs, tout en saupoudrant le tout d'une illusion de séparation des pouvoirs. Et pour renforcer cette illusion, il crée des institutions comme le Sénat ou le Conseil d'État. Le Sénat, c'est un peu comme le bras droit législatif de Napoléon III. Il a un rôle central, mais pas dans le sens où il décide de quoi que ce soit. Son job, valider les décisions de Napoléon III grâce au Senatus Consulte. Mais c'est quoi concrètement un Senatus Consulte? C'est une sorte de loi constitutionnelle qui permet à l'empereur de faire tout ce qu'il veut, mais plus joliment dit quoi. Avec un joli petit tampon officiel pour qu'évidemment c'est l'air légal. Pratique, non? Ça rappelle certains régimes actuels qui... Ouais. Et les autres institutions alors? Bah elles existent, mais c'est de la déco. Le corps législatif, en théorie, c'est l'assemblée élue qui discute des lois. Sauf que dans les faits, il ne sert à rien. Il ne peut que délibérer, discuter et argumenter, mais à la fin de la journée, c'est Napoléon III qui tranche. Bienvenue dans le démocratisme contrôlé. Une démocratie, mais sous surveillance. Le peuple vote, le gouvernement propose, mais l'empereur dispose. Mais alors, pourquoi se donner autant de mal à faire semblant d'être démocratique? Pourquoi organiser des élections si tout est verrouillé en fait? La réponse est plus simple qu'elle n'en a l'air. Au 19e siècle, l'opinion publique commence à compter. Si Napoléon III veut garder un semblant de légitimité, il doit organiser ses consultations populaires. Sauf qu'il truque le système à son avantage, par plusieurs biais. D'abord la manipulation des listes électorales, seuls les électeurs qui vont dans son sens sont encouragés à voter. Le suffrage universel? Oui, mais encadré. Il y a un candidat officiel désigné par l'État. Devinez qui gagne à la fin. Et enfin une presse muselée. Impossible de critiquer l'empereur ouvertement. Bref, on a tous les éléments d'une élection libre, mais dans les faits, le résultat est déjà écrit d'avance. Napoléon III ne sert que d'apparence démocratique pour légitimer son pouvoir, tout en gardant un contrôle total sur les institutions et l'opinion publique. Les opposants? Bonne chance.
Ceux qui ont le malheur de ne pas jouer le jeu se retrouvent face à un mur. Les républicains modérés et radicaux, de groupes différents, demandent plus de liberté et plus de droits, mais ils sont constamment bloqués. Les socialistes, eux, veulent de vraies réformes sociales, mais Napoléon III n'accorde que ce qui l'arrange. Il lâche quelques miettes histoire de calmer les tensions, mais tout en gardant l'initiative. Napoléon III, c'est le maître absolu, un maître qui fait semblant de consulter le peuple. Un numéro d'équilibriste entre autorité et illusion démocratique. Et ça va marcher, jusqu'à ce que tout s'effondre. Mais ça, on en parle dans la suite. Vers un régime libéral. Ok, on a vu comment Napoléon III verrouillait le pouvoir à son avantage. Mais attention, il ne fait pas que jouer au despote éclairé, il modernise aussi la France. Il sent bien qu'un régime trop autoritaire, ça peut exploser à tout moment. Alors il lâche un peu de lest, mais toujours dans les limites de son contrôle. Quand on parle de grandes avancées sociales, on cite souvent l'abolition de l'esclavage. C'est vrai, c'est une avancée majeure, mais c'est pas vraiment lui qui l'a décidé. L'abolition de l'esclavage, elle a été obtenue par Victor Schœlcher le 27 avril 1848, bien avant que Napoléon III ne soit empereur. Lui, il n'a fait que suivre le mouvement. Par contre, sous son règne, il y a eu bien d'autres avancées. En 1864, reconnaissance du droit de grève, un pas en avant pour les ouvriers. Mais attention au piège. Manifester, c'est autorisé, mais dans les limites très strictes. Il ne faut surtout pas que ça remette en question l'ordre établi. Les ateliers nationaux, ils sont créés pour aider les travailleurs en difficulté, mais vite supprimés, parce qu'ils risquaient d'encourager la révolte du peuple. Napoléon III aime bien le social, mais tant que ça menace pas son autorité, quoi. Bref, il donne un peu de liberté, mais jamais trop. Un pas en avant, deux pas sur le frein. Si Napoléon III aime bien contrôler la politique, il comprend aussi que l'économie doit bouger. Il faut savoir que le réseau ferré explose. Sous son règne, la France se couvre de chemins de fer, facilitant les échanges et boostant l'économie. Les grands travaux d'Haussmann, du baron Haussmann. Vous devez peut-être connaître son nom. Paris est complètement transformé avec ses grands boulevards, ses immeubles modernes et ses larges avenues bien étroites. Et pourquoi elles sont étroites? Bah c'est parfait pour éviter les barricades et faciliter la répression en cas d'émeute. Astucieux. Quant au libre-échange, Napoléon III ouvre l'économie. Il signe même un traité commercial avec le Royaume-Uni en 1860. Mais ne vous y trompez pas, c'est toujours lui qui pilote. L'industrialisation progresse, mais elle reste au service de son régime. Néanmoins, pour toute la partie révolutionnaire industrielle de Napoléon III, ça fera l'objet du prochain chapitre. Quand vous y serez prêts, allez-y. Napoléon III ne veut pas juste être un grand modernisateur, il veut être un homme fort sur la scène internationale. Il veut redonner à la France sa grandeur. Le problème, il va se planter. Pour parler de sa politique extérieure, on va s'intéresser à deux cas. D'abord la guerre de Crimée en 1853 jusqu'en 1856. Victoire, ouais. Mais Napoléon III s'allie avec l'Angleterre et l'Empire ottoman contre la Russie et montre que la France pèse encore en Europe. Jusqu'ici, tout va bien. Un cas plus inquiétant serait plutôt celui de l'expédition du Mexique, de 1861 à 1867. Énorme fiasco. Il veut imposer un empereur au Mexique, Maximilien d'Autriche. Sauf que les Mexicains ne sont pas d'accord. Résultat, une guerre coûteuse, et Maximilien finit fusillé. Et enfin le coup de grâce. La guerre contre la Prusse en 1870. Napoléon III sous-estime totalement Bismarck et l'unification allemande. Il se fait humilier le 2 septembre 1870 à Sedan, et la France perd la guerre. En fait, Napoléon III, il a joué sur deux tableaux. À l'intérieur, il donne un peu plus de liberté pour calmer les tensions, mais garde toujours la main sur le pouvoir. Et à l'extérieur, où il veut rendre la France dominante, sauf que ça finit en catastrophe. Sa chute en 1870 n'est donc pas une surprise, mais au final, il n'a pas su venir voir l'unification de l'Allemagne. Et ça, c'est l'erreur qui va lui coûter son empire. Les oppositions au régime, l'empreinte du peuple. Napoléon III pense avoir verrouillé la France sous son autorité. Il a le pouvoir absolu, la presse est sous contrôle, l'opposition est muselée. Sur le papier, son régime, il semble indéboulonnable. Mais ce qu'il ne voit pas, ou ce qu'il refuse de voir, c'est que dans l'ombre des voix s'élèvent. Des figures qui refusent de plier, qui dénoncent, qui s'accrochent. Et parmi elles, il y a Victor Hugo, l'ennemi juré de l'empereur. Hugo n'est pas juste un écrivain à succès, c'est une véritable machine de guerre littéraire. Quand Napoléon III prend le pouvoir en 1851, Hugo le voit venir de loin. Il comprend que ce prétendu défenseur du peuple n'est qu'un opportuniste prêt à tout faire pour régner. Plutôt que de se taire, il frappe le premier, Napoléon le Petit, un pamphlet incendiaire où il dénonce méthodiquement le Second Empire. Chaque ligne est un coup de poignard, chaque phrase est une humiliation. Et quand il sort le châtiment, c'est un véritable massacre. Il y décrit un tyran pathétique, un imposteur, une marionnette sous grandeur. Résultat, Hugo est banni de France. Mais l'exil ne se réduit pas au silence, au contraire. Depuis Jersey, depuis Guernesey, il devient l'étendard de tous ceux qui refusent l'Empire. Et plus Napoléon III s'acharne à l'effacer, plus son opposition grandit. Mais Victor Hugo n'est pas le seul. George Sand, l'une des figures les plus influentes du 19e siècle, prend elle aussi position. Contrairement à Hugo, elle ne cherche pas l'affrontement direct, mais elle n'en pense pas moins. Féministe avant l'heure, elle lutte pour l'égalité et critique un régime qui enferme les femmes dans un rôle secondaire. Ses écrits deviennent des armes subtiles contre l'Empire.
À côté d'elle, d'autres figures politiques refusent aussi de courber l'échine. Alexandre Ledru-Rollin, ancien ministre sous la Deuxième République, est un républicain pur et dur. Il déteste l'Empire, refuse la dictature déguisée de Napoléon III et s'exile pour continuer le combat. Même chose pour Alphonse de Lamartine qui, après avoir défendu la République de 1848, regarde avec dégoût l'Empire qui a remplacé ses idéaux. Et puis il y a ceux dont l'Empire aimerait bien se débarrasser discrètement, comme Jeanne de Rouen. Une femme qui ose réclamer ce qui est impensable à l'époque, des droits politiques pour les femmes. Alors que Napoléon III prétend moderniser la société, elle lui rappelle que cette modernité exclut toujours la moitié de la population. Ses revendications sont ignorées, mais elles posent les bases d'un combat qui finira par exploser des décennies plus tard. Napoléon III croit avoir tout prévu. Il croit que sa censure, ses arrestations et sa propagande suffiront à calmer le jeu. Mais il oublie une chose essentielle, une opposition réduite au silence n'est pas une opposition vaincue. Elle attend, elle s'organise, elle se renforce. Et dès que l'Empire commence à vaciller, elle frappe. En 1870, la guerre contre la Prusse tourne au désastre. Comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment l'événement qui fera tomber Napoléon III. C'est très rapidement que sera proclamée la Troisième République, pendant que Napoléon III sera exilé au Royaume-Uni, où il mourra en 1873. Napoléon III voulait imposer son autorité, il a surtout créé ses propres fossoyeurs. Et voilà, Napoléon III. Un homme qui voulait moderniser la France mais qui s'est pris les pieds dans son propre jeu. Un régime autoritaire qui jouait la carte de la démocratie. Une illusion qui a tenu pendant un long moment, mais qui a fini par s'effondrer sous les plis de ses contradictions. Son empire avait des fondations solides sur le plan économique, mais politiquement c'était un château de cartes. Néanmoins, il ne faut pas passer sous le tapis le fait que Napoléon III était un personnage très apprécié par les Français. Et même, il faut bien retenir que ça a été un tournant politique et économique pour la France. Celui qui aura permis la révolution industrielle. Les infrastructures, l'essor industriel, l'abolition de l'esclavage, des avancées sociales, c'est pas rien. Mais l'histoire a été impitoyable avec lui. Pendant longtemps, on l'a retenu comme le petit Napoléon, celui qui a échoué là où son oncle avait brillé. Pourtant, il a marqué la France bien plus qu'on ne le pense. Pour finir, je terminerai avec une citation de Christopher Forbes. Napoléon III a fait des choses incroyables, et si l'histoire a oublié Napoléon III au profit de son oncle, c'est une injustice. Alors à vous de juger, visionnaire incompris ou tyran dépassé par son époque? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. En description, je vous mets un lien avec toutes les dates clés à retenir pour briller dans votre prochaine évaluation, sous forme de carte mentale, de fiches. Et si une vidéo méthodo sur les épreuves du bac d'histoire géo vous intéresse, dites-le moi aussi. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans l'histoire. C'était Overstory, et à très bientôt.